Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà à la dernière émission de cet automne sur En voiture. Ça a passé rapidement. J'espère que les émissions vous ont plu. Aujourd'hui, on a quand même une émission assez chargée avec les rumeurs et nouvelles. On s'entretient avec Madame Bonin de la Estrie sur les coûts d'un véhicule pour une famille au niveau budgétaire. Souvent, on est porté à acheter par l'émotion, mais c'est peut-être pas au niveau financier le meilleur choix. Fait qu'on va s'entretenir par téléphone avec elle tantôt. Je vais aussi avoir un petit reportage sur une auto fabriquée au Québec. Je vous dis pas quoi. Une auto qui a été déjà fabriquée au Québec. Fait qu'on va, sans plus tarder, on va passer avec les rumeurs et nouvelles. Une nouvelle qui est tombée cette semaine, c'est que la compagnie BMW, un des constructeurs étrangers les mieux positionnés en Chine, vient d'ouvrir une usine de batteries pour la série 5 hybride rechargeable qui seront vendus en Chine. Je pense que la Chine va se positionner beaucoup sur le véhicule électrique avec une obligation de vendre 12% de ses véhicules électriques de ses véhicules dès 2019. C'est-à-dire qu'une compagnie qui est établie en Chine doit vendre 12% dès 2019. La cible, au début, je crois, c'était 2018. Le lobbying des compagnies a réussi à repousser d'un an, mais la Chine tient mordicus à aller dans ce sens-là. Je vous montre aussi un véhicule que je trouve intéressant, pas nécessairement hyper esthétique, là, mais c'était présenté à Tokyo par Toyota, le JPN Taxi. C'est un accès vraiment intéressant parce que l'accès pour les passagers, je veux dire, c'est une priorité. Le plancher a été abaissé de 300 mm, des portes coulissantes, des très grandes portes coulissantes. Je pense que pour un véhicule taxi, c'est vraiment intéressant. C'est un véhicule, on embarque, on débarque. On ne veut pas nécessairement embarquer dans une voiture sport. Je pense que si Toyota commercialise ça, évidemment, là, c'est le marché japonais, mais je pense qu'il y aurait la place ici aussi, en Amérique du Nord, pour un véhicule comme ça. Salon de Tokyo qui va débuter prochainement. Mazda présente un concept qu'il appelle Kai. C'est vraiment le nom qu'on utilise pour la Mazda 3 sur certains marchés. Donc, on peut considérer que c'est une maquette, un prototype de ce que pourrait avoir l'air la Mazda 3. Je la trouve très, très belle. Par contre, je me demande jusqu'à quel point on va aller vers une Mazda 3 qui est aussi racée et aussi sport que ça quand on parle d'un véhicule économique. Mais ça peut quand même donner les grandes lignes de où Mazda veut aller avec ce véhicule-là. C'est esthétiquement très beau. On pense que ça pourrait être une voiture sport quand est-ce que ça va être une voiture économique. Maintenant, la Toyota Supra 2019, ça fait déjà quelques années qu'on parle de cette voiture-là. On la voit ici en tenue de maquillage qui nous font un peu perdre les formes du véhicule. Mais le plan tient la route. Au début, je me posais des questions parce que c'est un plan conjoint entre BMW et Toyota qui vont produire un véhicule sur la même plateforme. La BMW qui va partager la plateforme de la Supra, c'est la BMW Z4 qu'on connaît actuellement sur le marché, mais qui va être due là, pour renouveler sa plateforme. Donc, c'est à suivre les détails, voir si toutes les motorisations seront exactement les mêmes, mais pour l'instant, on n'a pas de détails, mais on voit que le projet là, avance bien parce que l'auto est vraiment là, vraiment pris forme. On parle de 2019, donc souvent, c'est à peu près dans un an d'ici, là, fin 2018, qu'on va pouvoir avoir le véhicule officiellement. Je tenais à vous montrer des choses un petit peu le fun. C'est pas un véhicule qui sera sur le marché, mais c'est une étude qui a été faite par Infiniti, le prototype neuf, qui donne vraiment un look vieillot, puis avec un... Oups, tu te dis, wow, c'est vieillot, mais c'est sûrement moderne. C'est Infiniti qui a laissé aller un peu ses designers, ses ingénieurs à faire une voiture des années 30, vraiment rétro, mais avec un look moderne. Oups, une autre chose, on va déroger un petit peu, mais je vous montre une photo de la nouvelle voiture de la Sûreté du Québec. Elle n'est plus blanche, mais bien noire. Après les uniformes des policiers, Sûreté du Québec changera la couleur de ses voitures de patrouille à compter de l'automne. Les véhicules seront désormais noirs et non plus blancs, un peu comme ceux des policiers de nos voisins du Sud, avec des portières blanches ornées de bandes vertes qui rappellent les anciennes couleurs de la SQ. C'est vrai, quand on va aux États-Unis, les voitures sont toutes noires avec des portières blanches ou beaucoup dans le même style. Fait qu'on s'en va là. C'est sûr qu'au premier regard, c'est l'esthétique qui frappe, mais l'objectif
est une visibilité de sécurité, explique le capitaine Guy Lapointe de la Sûreté du Québec. Visibilité, une voiture noire, écoutez, je ne suis pas au courant des... Disons qu'on sait que le véhicule le moins visible, c'est ce qu'on a beaucoup au Québec, des véhicules gris. Donc, probablement que le noir est plus visible. Mais c'est ça, c'est la nouvelle couleur des véhicules, puis je pense que d'ici moins de 24 mois, on va tout être rendu là à la Sûreté du Québec. Fait que faites attention, ne faites pas juste surveiller les autos blanches. J'ai une photo intéressante ici de 4 déneigeuses Mercedes. On ne voit pas beaucoup de gros camions Mercedes ici sur nos rues, sur nos routes, mais je voulais juste prendre 30 secondes pour vous les montrer. C'est des véhicules qui sont dédiés à déneiger. Là, on voit sa photo, il n'y a pas de neige, là, mais à déneiger un aéroport. Donc, c'est quand même pas un endroit où il y a une circulation intense comme la route. La particularité, c'est que les autos, ces camions-là seront autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont aller ils vont faire du déneigement, ça, c'est pas du transport, sur une piste d'aéroport, mais complètement autonome. Si on regarde d'après la photo, on voit qu'il y a quand même un chauffeur, mais ce qu'on dit dans l'article, c'est vraiment l'objectif de ne pas avoir de chauffeur. Un autre petit véhicule qui est malheureusement pas disponible sur nos marchés, mais qui je trouve super intéressant, c'est la Honda S660, qui est un véhicule qui est disponible seulement sur le marché japonais. Il est muni d'un 160cc turbo, petit moteur 3 cylindres, avec une transmission CVT. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit véhicule comme ça ici, un petit 2 places sportif, convertible. Évidemment, c'est pas très, très puissant, mais c'est pas très gourmand aussi. Le plaisir de rouler à capot ouvert pendant l'été, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si un jour, il y a plusieurs véhicules comme ça qui existent, là, des 660 cc là-bas au Japon, parce que ça demande une classe de permis de conduire inférieure qui est très facile à obtenir. Donc, sans nécessairement avoir ça ici, je pense que ce petit véhicule-là ferait le bonheur de plusieurs personnes. En terminant, je voudrais vous montrer un prototype d'un Duesenberg. Duesenberg, c'est une compagnie qui a existé en 66. Le prototype date de 66, il y a maintenant plus de 30 ans. Donc, c'est quand même une voiture que je regarde avec aujourd'hui, je me dis, ouf, c'était vraiment quelque chose à l'époque, elle a attiré mon attention. C'était une grosse voiture avec un moteur V8 de 440 pouces cubes, 350 HP. Mais c'est vraiment une belle voiture, puis elle est ressortie un peu dernièrement sur la loupe, étant donné que c'est son 30e anniversaire, mais très belle voiture, très luxueuse à l'époque. Vous remarquez aussi la porte qu'on dit meurtrière à l'arrière, parce qu'une porte meurtrière, c'est-à-dire c'est une porte qui rouvre à l'inverse des portes aujourd'hui. Donc, si on est stationné, on ouvre cette porte-là, il y a une auto qui s'en vient. On peut imaginer que c'est vraiment pas... ça peut être très dangereux. Une petite photo aussi, la semaine passée, je vous montrais une photo de la nouvelle Corvette à moteur central avec un camouflage. Ici, on l'a sans camouflage. Décidément, c'est une voiture très sport. J'ai aussi quelques photos du nouveau Ram 1500 2019 qui devrait sortir fin 2018. On regarde ici un camion. Je pense qu'il y a beaucoup de camions sur les routes. Ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Un petit look vraiment un peu plus, excusez-moi l'expression anglophone, un peu plus slim, il semble plus petit, mais je douterais qu'il soit plus petit. On voit que le même moteur, le MI 5.7, est encore disponible. On parle aussi du V6 3.6 qu'on a actuellement, mais à ce moment-là, à injection directe. On a aussi une photo de l'intérieur. On n'est pas très, très dépaysé. C'est pas identique à ce qu'ils font aujourd'hui, mais les boutons, tout semble à peu près positionné à la même endroit. Donc, c'est à suivre dans les camions. Fait qu'on écoute l'entrevue avec Mme Bonin et je vous reviens après. Je suis par voie téléphonique en compagnie de Mme Sylvie Bonin, coordonnatrice à la CFESTRI. Bonjour, Mme Bonin. Bonjour. Bonjour. Ici, à l'émission, depuis le début de la saison, on a beaucoup parlé de voitures électriques, oui, évidemment, mais dans les rumeurs ou nouvelles, on parle souvent d'émotion, dans le sens, la nouvelle voiture qui s'en vient, le nouveau beau gros moteur, les nouvelles caractéristiques, on a parlé aussi d'auto autonome, mais toutes ces choses-là, c'est bien souvent de l'émotion, mais
quand on arrive directement à dire, ben là, oui, elle est belle, puis oui, je l'achète, ben à un moment donné, dans le budget, ça peut vraiment faire mal. Fait que les gens de la CFSTRI ont quand même des bonnes recommandations qui vont un petit peu nous guider à dire, bon, ben on laisse pas parler juste notre cœur, on va faire parler un petit peu notre portefeuille. C'est une très bonne idée. On voit vraiment beaucoup de gens à la CEF qui arrivent ici, qui regrettent leur choix quand ils voient l'obligation totale, encore une fois, le contrat de crédit signé là, pour laquelle ils se sont embarqués. Et j'ai même vu des fois où ça a provoqué des faillites là, dans le pire des cas. Donc, c'est vraiment un point majeur parce que notre auto, c'est toujours plus cher qu'on le pense. Il semblerait que les Canadiens sous-évaluent, 4 Canadiens sur 5 sous-évaluent les coûts de possession d'un véhicule et on dépense toujours beaucoup plus cher. Il y a bien sûr les paiements. Quand on achète une voiture neuve, il faut aussi regarder avec ça le contrat de crédit, les assurances prêts et même tout ce qu'on va financer finalement par crédit. Mais il faut aussi penser au permis de conduire, aux immatriculations, aux assurances. Donc, toujours s'informer du coût d'assurance avant de choisir le véhicule et non après. Les coûts d'essence qui peuvent varier, mais le CA Québec estimait qu'un automobile compact qui roule 20 000 km par année consomme entre 1 600 et 1 700 litres d'essence. Donc ça, c'est 1 800 $ dans notre année. Et entretien, réparation, si elle est neuve, il y en a moins, mais on paye, par contre, l'auto neuve, elle dévalue facilement de 20 à 40 % par année. Donc, elle n'est pas si avantageuse que ça. Mais dans le cas d'une auto d'occasion, il y a des frais d'entretien, puis même une auto neuve, là, il y a des changements d'huile, il y a autre chose, les freins, les pneus, les essuie-glaces et toutes les réparations qui vont survenir. Donc, c'est au bas mot 5 000 $ par année et ça peut se rendre à 15 000 20 000 $ si vraiment on s'en va dans des autos de luxe. Je pense aussi que c'est important de vraiment avoir un véhicule qui répond à ses besoins. Si on est quelqu'un qui fait moins de 20 000 km ou plus de 20 000, c'est différent, mais ça dépend aussi du besoin familial. Tu sais, pourquoi m'acheter une voiture ou un SUV? On voit que les SUV sont très populaires aujourd'hui. 7 passagers, si on a seulement un enfant, c'est cette raison-là, à un moment donné, qu'il faut peut-être aussi dire aux gens, là, pensez-y comme il faut. C'est pas parce que vous allez embarquer 2 fois dans l'année des amis que vous devez avoir un très gros véhicule. J'imagine aussi là, que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire un peu notre choix. Oui, il faut identifier clairement ses besoins, ses critères prioritaires et secondaires et faire notre budget pour voir mensuellement combien on peut mettre là-dessus. Toujours se rappeler que dans tout budget, on doit se garder des sous pour les imprévus et dans le cas d'une voiture, on doit s'ajouter un montant imprévu pour la voiture. Et nous, on suggère de toujours économiser ce montant-là pendant quelques mois pour voir si c'est réaliste et ça tient la route. Et ça permettra de mettre davantage d'argent comptant sur l'auto et d'en emprunter moins. Et oui, de bien tenir compte de ses besoins réels et pas seulement de ses coups de cœur. Il n'y a pas tant de monde que ça qui se promène dans la montagne sur aucune route pavée, alors que la moitié des publicités donnent cette envie-là de liberté et d'aventure. Ouais, exactement. Il faut revenir sur terre un peu. C'est ça, exactement. C'est sûr que si vous restez en montagne l'hiver, peut-être que vous avez besoin d'un véhicule à 4 roues motrices, mais je dis bien peut-être aussi parce que les bons pneus d'hiver, souvent, ça fait toute une différence, là. C'est ce que j'allais dire. J'habite personnellement en haut d'une côte précédée d'un virage à 90 degrés, côte très à pic et court très à pic qu'on déneige pas si intensément. Et j'ai un véhicule bien ordinaire qui n'a pas 4 roues motrices. J'ai par contre des bons pneus et donc il faut voir de quoi on a vraiment besoin et qu'est-ce que ça implique au niveau du coût de l'essence annuellement. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Moi, je pense que sur une automobile, s'il y a un endroit où on ne doit pas économiser, c'est sur la qualité des pneus. Les pneus d'hiver et même les pneus d'été, si les signes d'usure sont là, je pense que c'est notre sécurité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon... Je suis entièrement d'accord et c'est d'ailleurs le choix. Mais j'ai appris que mes pneus d'hiver sont plus bons, que je devrais changer. C'est le raisonnement que je me faisais. C'est vraiment pas là-dessus qu'il faut économiser parce que là, on touche à notre sécurité et aussi à celle des autres indirectement. Mais aussi, c'est pas juste de ne pas faire d'accident, c'est de ne pas être insécure dans la conduite quand les conditions sont mauvaises. Là. Exactement. C'est important.
Aussi, il y a deux choix qui se portent aux consommateurs. Il y a un choix qui avait un petit peu disparu, mais qui revient très rapidement actuellement chez les concessionnaires, plus au niveau des autos neuves, par contre. C'est soit l'achat ou la location. Est-ce que vraiment il y a un choix plus judicieux que l'autre ou tout dépend aussi de l'utilisation ou je sais qu'à une certaine période, il y a des gens qui ne recommandaient pas du tout la location. Est-ce que ça l'a changé ou c'est encore un peu la même situation? Je suis pas à jour pour les dernières années. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en général, la location peut être légèrement moins chère, mais tellement plus contraignante. Il y a des entreprises qui sont de plus en plus sévères quand on remet la voiture là, sur des signes d'usure qui cherchent là, des extras finalement, là, mais aussi parce qu'une location, si on doit la briser, c'est vraiment extrêmement désavantageux. Et on ne sait jamais ce qui arrive dans une vie. Perte d'emploi, séparation, maladie, diminution d'heures de travail. Nous, on voit à la CEF là, des tonnes de situations. Personne n'est à l'abri d'une baisse de revenus. Et puis, une location, là, quand on doit la remettre, la pénalité, c'est presque comme si on payait la location au complet, mais on n'a plus l'auto. Oui, exactement. Donc, les gens se retrouvent vraiment piégés. On peut parfois céder notre bail sur certains sites, mais là, on doit consentir certains avantages, mais c'est beaucoup mieux que de payer la pénalité. Oui. Et moi, tant qu'à faire, je ferai une petite mise en garde. Il y a beaucoup de concessionnaires qui sollicitent des gens qui ont déjà une voiture, soit achetée, soit louée, pour leur en offrir une nouvelle en faisant miroiter des rabais, des fêtes, des roulettes à tourner, toutes sortes d'affaires. Mais finalement, les gens se trouvent à devoir briser leur pénalité, devoir payer une pénalité de location qui augmente vraiment leur obligation. Et c'est vraiment fâchant de voir que c'est les concessionnaires qui sollicitent des gens pour venir et que ça les met dans une situation financière complètement aberrante. Ouais, c'est l'exploitation des consommateurs. Ouais, surtout dans le cas d'une location, là, souvent ils vont dissimuler ces frais-là dans le prix du voiture neuve. Ils ne nous le disent pas directement, mais ça l'arrive aussi. Là. Oui, mais même chose qu'on refinance une auto qu'on n'a pas fini de payer. Ils peuvent pas dire... c'est illégal, théoriquement, selon la loi. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent sur le contrat qu'ils vous l'achètent le même prix que la dette, mais la balance, la balloune qu'eux appellent, la mettent dans le prix de vente. Donc, on ne peut plus savoir combien ils nous ont vraiment racheté notre ancien véhicule et combien ils nous ont vraiment chargé pour le nouveau véhicule. C'est des contrats et c'est difficile à contester. Donc, il faut vraiment résister à tout ça. Clairement, là, on termine de payer sa voiture ou on termine sa location avant de changer de véhicule, à moins d'un événement majeur là, qui nous contraigne. Et si on doit se défaire d'une auto louée, c'est mieux de perdre 1 000 en cadeau pour la céder sur Buy ou d'autres sites comme ça que de payer. Moi, j'ai vu des pénalités de 8 000, 9 000 là. C'est des choses vraiment aberrantes et j'ai vu même pire. Oui, c'est ça. Effectivement, puis je pense que souvent, quand on va chez un concessionnaire, il va nous parler du paiement mensuel, il ne parlera pas de ce que ça coûte, ou même aujourd'hui, on voit de la publicité, il nous parle du paiement tous les jours, journalier, donc même c'est par semaine. Les par gens semaine, donc plus que 4 semaines par mois, donc il ne faut pas multiplier par 4, mais par 4,2 tout d'abord. Exactement. Et l'autre chose, c'est que souvent, quand ils font ça, c'est qu'ils nous étendent notre véhicule sur 7 ans. J'ai même vu 8 ans. 8 ans. Il faut comprendre que la garantie du véhicule, elle ne sera pas de 7 ans. Donc là, ils vont faire de l'argent en nous vendant une garantie prolongée. On va avoir payé des intérêts pour cette garantie prolongée-là. La garantie valeur à neuf, on s'embarque dans des affaires pas de bon sens. Donc, nous, en général, on recommande la plupart des véhicules, on devrait pouvoir les payer en 5 ans. Certaines marques là, qui sont vraiment réputées pour être plus durables, je pense que le CAA avait fait une analyse, on pourrait se rendre à 6 ans. Mais des 7 et 8 ans, là, si on n'a pas les moyens de la payer en 5 ans, achetons un véhicule un peu moins coûteux. OK. Puis au niveau, j'ai parlé beaucoup cette année des véhicules électriques. J'ai même eu l'air à en faire un peu la promotion, mais c'est parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus nouveau dans le marché. Mais quand on met les chiffres aussi dans les véhicules électriques, le prix de ces véhicules-là, faut vraiment être sûr qu'on va économiser beaucoup d'essence. Faut vraiment faire un bon millage par année pour que ça soit vraiment rentable. C'est sûr que c'est rentable pour l'écologie au Québec, là. Si on veut personnellement investir dans l'écologie, c'est une chose, mais ça va pas nécessairement dans tous les budgets familiaux. Donc, je vous mets quand même en garde parce que j'ai eu l'air un petit peu à faire la promotion au cours de l'année.
Oui, c'est bien les voitures électriques, mais les prix continuent à baisser. Peut-être que dans quelques années, ils vont devenir plus abordables parce que les frais d'entretien aussi, c'est intéressant, sont très bas, pas de changement d'huile, beaucoup moins d'usure mécanique et tout, mais soyez très, très prudents à ces véhicules-là. Je ne sais pas si vous avez des chiffres nécessairement sur les Non, véhicules j'ai pas de électriques. chiffre, mais c'est certain que pour quelqu'un qui roule beaucoup, va récupérer en économie d'essence plus rapidement. Quelqu'un qui roule pas beaucoup, ça va être très long à rentabiliser. Ça, c'est un premier élément. L'élément du budget mensuel est important et comme toute voiture neuve, elle dévalue. Comme je vous disais, la dévaluation, c'est entre 20 et 40 la première année. C'est sûr qu'une auto neuve, en 3 ans, là, ça a perdu la moitié de sa valeur. Oui, Une auto exactement. standard. Est-ce qu'une voiture électrique, ça dévalue moins vite? Je ne sais pas. Mais toute voiture neuve, on accepte d'assumer la dévaluation. Donc, les gens pourraient attendre qu'il y en ait un peu sur le marché de la voiture d'occasion, selon leurs moyens financiers. Il y a des gens, par contre, qui tiennent à avoir une voiture neuve. Il faut seulement être conscient. On achète la pièce d'esprit au niveau mécanique, mais on paye vraiment plus cher, 2 à 3 000 par année une auto neuve. Puis là, je ne parle pas électrique, là, juste une auto neuve. Puis quand on dit 20 à 40 par année, mais il faut le mettre en chiffres, là. C'est-à-dire que si j'ai une auto de 20 000 puis on s'entend que c'est une petite voiture pas chère, je perds entre 4 000 et 8 000 la première année pour la valeur. Ça fait quand même mal quand on le regarde. Oui, puis souvent, ce qu'on se dit, les gens ne pensent pas, mais ça, c'est toujours cet argent-là qu'on met là-dedans, c'est de l'argent net, c'est de l'argent qui est après impôt. Là, souvent, on parle de notre salaire, on dit moi, je fais X dollars de l'heure ou X dollars par année. C'est pas vrai, on fait pas ça. Là. Ce qu'on fait, c'est notre argent net. C'est vraiment là-dessus qu'il faut compter. Un petit point sur la voiture électrique. J'ai une collègue, une connaissance qui en a acheté une cette semaine et elle craignait beaucoup par rapport à une auto 2004 qu'elle avait, une grosse hausse du coût d'assurance et finalement, c'était le même prix. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu tellement pas d'autos sur la route qui n'ont pas de réclamation et ça les amène donc à avoir peu de statistiques sur les problèmes. Donc, pour l'instant, est-ce que ça montera? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un petit point pour l'instant en faveur des voitures. En faveur des choses. La semaine passée, quand on a fait l'essai de la Bolt chez Thibault, qui ont été très gentils en passant, le monsieur Thibault me disait aussi qu'il faut faire attention dans la voiture électrique si on va à des bornes de recharge rapides, où ce qu'on peut charger dans vraiment pas grand temps, je vous dis que ça coûte très, 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 très cher. C'est pas comme recharger à la maison. Recharger à la maison, $1 ou 2, tu recharges ta voiture. Ça prend 4-5 heures, mais ça se fait la nuit, fait que c'est pas un problème de temps. Mais si tu fais une grande distance, puis que tu vas dans des bornes rapides, ou qu'en 15-20 minutes, tu es rechargé, ça peut coûter des 20-25 $. C'est un petit peu moins que l'essence, mais ça diminue. Ça peut arriver à l'occasion, quand la majorité... Dans le fond, quand tu planifies l'achat d'une auto électrique, il faut que tu dises que 90% du temps, tu vas faire tes recharges chez vous à la maison. Il faut que ça soit ça ton utilisation quotidienne. Évidemment, si tu pars en vacances 2 semaines l'été, tu vas recharger à l'extérieur et c'est pas si grave que ça, mais il ne faut pas que ça soit fréquent. Oui, mais donc c'est comme toute chose, il faut vraiment analyser ses besoins, ses habitudes et voir ce qui est le plus avantageux pour nous, puis selon aussi nos critères à nous et pas ceux et celles du voisin. Bien, Mme Bonin, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est des aspects importants. On pourrait en parler longuement. On va sûrement se reprendre l'an prochain et faire une entrevue en direct plus élaborée, mais je pense que vous avez vraiment donné des bons guides à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. En terminant l'émission, je vais vous parler de ce que je vous disais d'une voiture qui a été fabriquée au Québec en 1971, la Manic GT. Très peu de personnes, certaines personnes ont vu ça, mais très peu quand même, parce que ça fait une très, très, très faible diffusion. À ce moment-là, on parle d'une centaine de véhicules. Le Québec a eu sa propre voiture. Malheureusement, l'histoire de Manic GT s'est terminée beaucoup trop rapidement. Ironiquement, c'est un Français qui a instauré le projet de la construction de cette voiture construite ici au Québec et plus précisément à Granby, vraiment dans les cantons de l'Est. Un départ canon. Une fois la voiture dessinée, restait à trouver du financement. Devant l'engouement du public face aux véhicules, les investissements sont venus rapidement, totalisant 1,5 million de dollars à l'époque. En fouillant un petit peu dans les archives, j'ai découvert que Bombardier avait investi, la Caisse de dépôt avait aussi investi à l'époque. Ces véhicules-là ont quand même vraiment pris la route. Il en reste très peu, mais il y en a encore quelques-uns qui ont été restaurés. Il y avait une quarantaine de personnes qui travaillaient à cette usine-là.
La mécanique de cette voiture-là était une mécanique de Renault 8 1970-1971. Et c'est vraiment... on achetait carrément toute la mécanique chez Renault et on assemblait ici. Et c'est ce qui a aussi amené à la perte du projet, dans le sens que les histoires se croisent un peu. Là, c'est la vraie histoire, personne ne la sait vraiment. C'est qu'à un moment donné, Renault a décidé de cesser de fournir les éléments mécaniques pour la voiture, soi-disant à cause d'une rupture de paiement, que les paiements n'étaient pas rentrés comme ils voulaient. La compagnie Manic dit que ce n'était pas du tout le cas, que c'est tout simplement Renault qui a décidé de ne plus fournir. Écoutez, que s'est-il vraiment passé? On peut en douter. Une centaine de voitures, c'est pas beaucoup. On aurait pu donner la chance, s'il y avait une rupture de paiement, on aurait quand même pu donner la chance à la compagnie de continuer. Peut-être que Renault ne voulait pas de compétition aussi trop directe, parce que si on se souvient, à l'époque, Renault était aussi sur le marché avec la fameuse Renault 5 et tout. Serge Choumet, qui était le dessinateur principal de la Manic 5, lui, en possède toujours une, qui l'a fait revenir de France en 69, mais qui fait revenir, il l'avait envoyé en 69 chez Renault pour être testé chez Renault. Puis il l'a récupéré à Paris bien des années plus tard et apparemment qu'elle est encore fonctionnelle ici au Québec. Fait que, aussi, dans les photos, vous avez vu sûrement la photo de l'usine. C'était très, très, très rudimentaire. Mais c'est ce qu'on a eu comme fabricant automobile. On a aussi Hyundai, si on se souvient, qui a fabriqué des Sonata à Bromont. On a aussi Bombardier qui a flirté avec ça. On avait eu des articles qui avaient été publiés dans Le Devoir quand que Bombardier avait décidé de ne pas fabriquer la fameuse Vénus. Mais l'industrie automobile ne semble pas être faite pour être au Québec, malheureusement. Fait que, sur ça, moi, je vous dis merci d'avoir été avec moi tout au cours de la saison. J'espère que ça vous a plu. Toujours projet de revenir l'an prochain avec une série d'émissions automobiles. Laissez-moi vos commentaires directement ici à la station. Ou quand vous me voyez, parlez-moi dehors de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé. Quant à moi, je vous reviens avec l'émission sur la motoneige, avec une pré-saison en novembre et des émissions régulières à partir du mois de janvier. Portez-vous bien, soyez prudents sur les routes. À la prochaine.